Donc je suis la troisième qui passe. On vient d'entendre qu'au bout de la troisième déjà, l'attention est en train de fléchir. Tant pis pour toi Philippe tout à l'heure. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas vous faire laisser vous endormir. Vous avez vu, pour commencer, on a déjà changé, développé mes pratiques, sa pratique, nos pratiques. Disons, ce que j'ai entendu ce matin en passant dans les groupes, et il y avait constamment cette question aussi, si je dois changer ma pratique, comment est-ce que je vais influer sur celle des autres, dans quelle mesure est-ce que je peux avoir des coalitions, et puis en fait toute la question du développement, à mon avis, ainsi que les leviers et obstacles, c'est aussi une question comment embarquer d'autres dans cette démarche de changement, de développement, d'innovation. Et puis, en écoutant tout à l'heure, aussi, je me suis dit, on est en train de naviguer sur différents termes, innover, changer, développer. J'y reviendrai à la fin. Mais disons, moi, j'ai longtemps travaillé sur l'innovation parce que j'ai été influencée par la culture francophone. Mais quand on regarde du côté anglophone et du côté germanophone, on parle de School Development ou bien de Schulentwicklung. Et puis, c'est des différences assez importantes. Donc, dans les communautés anglophones et germanophones, on est plutôt dans les process du développement, alors que l'innovation est quand même quelque chose qui est plus momentané. Et ça pose des questions, parce que si on regarde en arrière, et c'est un peu les images qu'on a vues tout à l'heure déjà, mais je vais revenir à l'autre diapo tout à l'heure. On voit que, en fait, on a très peu innové dans l'enseignement. Peut-être il y a des tentatives actuellement, mais disons ce qui se passe au Moyen-Âge dans les amphis de l'université, ou bien ce qui se passe ici maintenant, momentanément, heureusement uniquement, c'est quand même largement maintenu. Et puis, les deux autres images que je voulais vous montrer, c'est aussi le fait quand on a introduit les nouvelles technologies, on n'a pas toujours su tenir compte de ces nouvelles technologies. En fait, on a fait du vieux avec du neuf, et j'aime beaucoup la caricature à droite. Donc, avec l'aspirateur, on a continué à nettoyer les tapis comme avant. Et puis, on peut se poser la question dans quelle mesure on n'est pas en train de souvent faire la même chose. Alors, est-ce qu'il faut innover? Est-ce qu'il faut un changement radical? Ou est-ce qu'on peut, en fait, introduire les nouvelles pratiques dans nos anciennes? C'était aussi une des questions que j'ai entendu formuler ce matin. Ce que je voulais vous montrer pour commencer, c'est les études de Hattie de 2009, des méta-études sur les résultats des élèves qui ont été remises en question aussi. Mais disons, ce qui est quand même l'enseignement essentiel, c'est que parmi les facteurs qui influencent la réussite des apprentissages scolaires, du côté des élèves, il y a l'enseignant et l'enseignement qui sont parmi les facteurs les plus importants. Disons, l'enseignant, pas forcément celui qui est devant la classe, mais l'enseignant, comment est-ce qu'il conçoit son enseignement. Et puis, je pense que les exemples qu'on a entendus ce matin, tout à l'heure, y compris dans le changement de posture dont parlait Eden, c'est quelque chose d'extrêmement important à réfléchir. Par rapport à ces schémas du Moyen-Âge, qu'est-ce qui pourrait être une conception de l'enseignement demain? J'ai marqué, donc c'est des choses qui sont actuellement développées dans un centre universitaire de Nanterre, Paris-Nanterre, où en fait ils disent qu'on pourrait imaginer, par exemple, un établissement d'une façon complètement différente. On discutait avec une de vos collègues qui enseigne dans l'école internationale. En fait, on est dans certaines écoles privées actuellement en train de concevoir ça, où on se dit il y a toute une partie d'enseignement formel, donc la salle de pédagogie active, y compris avec l'enseignement renversé, les salles de co-design, des living labs où on développe des choses, disons, qui souvent sont difficiles à concevoir dans une structure, architecture classique, et des learning labs, etc. Et il y a des espaces informels, avec des espaces de convivialité, le café de tout à l'heure aussi, par exemple, où on échange, qui sont tout aussi importants que les espaces formels. Puis en même temps, pour qu'on instaure tout cela,
Disons ça, c'est une ancienne histoire qui a été déjà mise en évidence par Lewin dans les années 1950. Il y a à chaque fois des forces favorables qui parlent en faveur, qui tirent en faveur d'un changement ou d'un développement. Il y a des forces défavorables. Et puis elles sont présentes partout dès que on imagine un nouvel état visé. Et puis c'est important d'avoir ça en tête. Et en écoutant dans les groupes ce matin, j'ai entendu pas mal de choses qui allaient dans les deux sens. Des fois dans le réalisme, des fois dans le fantasme. Mais disons, ça fait partie de notre fonctionnement mental. Donc pour le changement, pour le développement, moi je dirais qu'il y a une formule assez simple qui vaut pour l'individu, qui vaut pour une collectivité. C'est-à-dire pour changer, il faut quelque part une insatisfaction. Il faut changer, ou je veux changer. Ensuite, il y a la vision, vers quoi est-ce que je veux aller. Puis il y a les premiers pas avec les tâtonnements pour essayer les choses. Je pense que toi, c'est pas venu tout d'un coup, tu as tâtonné, tu as fait des erreurs, tu as appris de cela. Et puis la formule veut dire que si ces trois choses se composent, ça devient des leviers qui sont plus forts que la résistance au changement. Ensuite, on pourrait voir tous les éléments qui viennent à l'esprit quand on dit insatisfaction. J'en ai entendu aussi pas mal ce matin, chez les uns et les autres. Un des aspects importants, c'est la coopération avec les collègues, ou les réactions des collègues, les réactions des parents, qu'est-ce qui peut arriver. Ensuite, il y a la vision. Est-ce qu'on sait vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on peut aller dans le sens d'un projet collectif? Avec Hélène, on était pris dans une logique de projet collectif dans Vie Collège en France. C'est possible, à certaines conditions. Il y a les premiers pas pour y aller. Et ensuite, il y a effectivement toutes les résistances qu'on peut lister, les manques d'implication lors des prises de décision, ainsi de suite. Tout cela, en fait, on peut l'impacter dans l'image de l'iceberg que vous connaissez très bien, avec une partie, en fait, des arguments pour ou contre qui sont toujours dans le rationnel. Et puis, il y a quand même la grande partie de l'iceberg qui est dans l'émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui est subjectif, ce qui n'est pas rationalisable, le manque d'autonomie aussi des uns et des autres. Ça vaut autant pour les adultes que pour les élèves, par exemple. Dès qu'on apporte quelque chose de nouveau, ça suscite des émotions, ça suscite des craintes, ça suscite des questions sur le plan « est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis assez compétent ?» Ça suscite aussi des réflexions sur la biographie. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Est-ce que je suis trop vieux pour encore changer? On a discuté hier avec Hélène sur la vieillesse. Est-ce que je veux encore changer? Est-ce que je suis un enseignant qui est quelque part aussi blessé par toutes les fois où j'ai essayé de faire des choses, ça a été mal reçu, il y a l'hiérarchie qui m'a empêché. Enfin, vous connaissez toutes ces choses-là, elles ont été mises en évidence par la recherche aussi. Et puis, donc, vous parlez des braconneurs et compagnie, moi j'ai un autre schéma. Donc, si vous rentrez chez vous, par exemple, lundi, tout motivé de ce qui s'est passé aujourd'hui, et puis vous allez essayer de gagner des adhérents à votre future entreprise de classe renversée, on peut faire l'hypothèse que vous allez tomber sur 40% de sceptiques, sur 5% qui seront d'accord avec vous, sur 15% carrément les adversaires, et sur les gens qui vont freiner parce qu'ils vont sortir tous les arguments qu'on vient déjà d'évoquer. Et puis bon, une des règles pourrait aller dans le sens de dire impliquer d'abord les promoteurs, chercher les bons amis, mais les gens qui sont d'accord de bosser avec vous. Et puis ensuite, il y a les sceptiques et les freineurs à impliquer plus tard. Et puis les adversaires à laisser de côté. Ça vaut ce que ça vaut, ce schéma. Mais disons, Hall & Hod, Barreil et d'autres chercheurs ont mis en évidence que dans les processus de changement, il y a tout un long processus de prise de conscience, d'implication des gens par rapport à la validité d'un changement, par rapport à sa pertinence, sa praticabilité dont il faut tenir compte. Et puis évidemment, ensuite, il y a d'autres facteurs que je vais évoquer tout à l'heure. Alors, j'ai marqué là étape d'une gestion empathique des résistances au changement, parce que je me suis dit, ça vaut la peine de réfléchir comment est-ce qu'on s'attaque à la partie inférieure
de l'iceberg, qui est celle qui échappe à la rationalité et à toutes les tentatives de communication, d'information, de persuasion. Et puis, donc, ça vaut la peine de bien démarrer en réfléchissant vers quoi on veut aller, donc d'avoir toute une argumentation, mais ensuite aussi de clarifier les intérêts des uns et des autres, des collègues proches, par exemple, pour s'engager dans quelque chose, laisser s'exprimer ses émotions les uns et les autres, parce que c'est des craintes chaque fois, le travail en plus de réunions encore, et ma vie privée, c'est déjà tellement diminué. Est-ce que je suis aussi dans une phase de vie? Est-ce que j'ai des petits-enfants à la maison? Est-ce que je vais m'embarquer à autre chose? Enfin, c'est tous les arguments que vous connaissez, je suppose, mais qui viennent assez facilement. Mettre en mots toutes ces choses-là, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Puis ensuite, d'expliciter et de reconnaître aussi les besoins des uns et des autres, identifier ensemble les options vers lesquelles on pourrait aller et négocier les accords. Négocier des accords, ça veut dire combien de temps on va s'y mettre, dans quelle ampleur, est-ce qu'on va s'y mettre. Disons, on n'est pas seul dans une école tout à l'heure. Ça a été dit aussi, ça a fait du bruit, la classe renversée. Disons, comment est-ce que je fais avec les élèves, mais comment est-ce que je fais avec aussi mes collègues de la classe à côté, quand ça commence à devenir très bruyant, ainsi de suite. Pour terminer, donc, et puis je viens déjà de l'évoquer d'une certaine manière, les 7 dimensions à prendre en compte, à mon avis, ça c'est ce qu'on a parlé de nos recherches personnelles, c'est en fait les dimensions que j'ai travaillées dans ma thèse doctorale, il y a déjà longtemps maintenant, mais que j'ai constamment en tête lorsque je vais travailler dans les écoles, c'est on va toucher à l'organisation du travail. Forcément, c'est-à-dire quel espace, comment est-ce qu'on planifie son travail et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les autres, combien de séances de travail, ainsi de suite. La coopération professionnelle, ça veut dire est-ce qu'on va trouver des gens qui voudront bien travailler avec nous, élargir ça éventuellement. Le rapport au changement dans la culture de l'établissement scolaire. Est-ce qu'on a un établissement qui change volontiers, qui a un passé du changement, qui a aussi peut-être un passé de souffrance, parce qu'on a essayé de faire des choses, puis on a été quasiment castré par la hiérarchie, ça a été renvoyé aux oubliettes. Toutes ces choses restent quelque part sédimentées dans le conscient et dans l'inconscient des gens. La dynamique de projet, est-ce qu'on a l'habitude d'entrer en projet? Est-ce que ça veut dire comment négocier un projet, ainsi de suite. La question du leadership et des modes d'exercice du pouvoir. Plusieurs disaient ce matin, ça dépendra aussi des chefs d'établissement, mais les rapports de pouvoir, c'est pas seulement les rapports verticaux. Il y a aussi les rapports de pouvoir horizontaux entre les disciplines, ainsi de suite. Comment mettre en mots cela et puis voir comment on peut aller dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui un leadership distribué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le chef qui décide, mais qui à chaque fois, en fonction des compétences des uns et des autres, qui peuvent assumer des leaderships. Identité d'organisation apprenante, vous disiez tout à l'heure, enseigner c'est apprendre, apprendre c'est enseigner, mais aussi agir, changer, c'est apprendre, se développer, c'est apprendre. Et enfin, cette fameuse dimension des émotions déjà évoquées. Et pour terminer, j'aimerais juste vous montrer ce schéma parce que pour moi, il est extrêmement important à avoir en tête. Ce qui est important, c'est de savoir vers quoi on veut aller. Disons, on a une histoire dans l'enseignement et dans le système scolaire qui a été très très largement marqué quand même par le top-down, par les tentatives d'améliorer la qualité de l'enseignement qui passaient par les mesures d'évaluation externe, PISA et compagnie, TIMSS, etc., qui restent importantes, mais c'est des données dont on dispose pour pouvoir orienter notre pratique. Mais il y a ensuite toujours quand même cette histoire de savoir analyser les processus et avec un certain danger qu'on en reste au niveau de l'analyse au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on peut véritablement construire ensemble une vision de la transformation des pratiques qui est extrêmement importante et c'est probablement un des éléments du futur. Et puis vous voyez en rouge, en fait, il y a des mots-clés qui vont avec tout cela. Il y a
L'autorité, la responsabilisation, ça reste, hein, mais il y a aussi le dialogue et surtout la confiance à construire entre les uns et les autres. Et je dirais, ce matin, donc ce truc où il faut valider les uns les autres, ça, c'est quelque chose qui est dans ce domaine-là, dans une perception en fait dans une posture aussi de reconnaissance de la compétence d'autrui qui est extrêmement importante. Et puis derrière ça, il y a peut-être un élément dont on ne parle pas beaucoup, Hargreaves et d'autres chercheurs actuellement le soulignent, c'est comment est-ce qu'on peut en fait aller dans le sens d'une construction d'un capital professionnel au sein des établissements scolaires, où pas tout le monde a forcément les mêmes compétences, mais où on peut être constamment dans cet échange de reconnaissance, de compétences. Mais pour l'échanger, il faut le reconnaître d'abord. Puis je pense que l'exercice de cette journée, ça va largement dans ce sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention, même si je suis la troisième.